Avec WatchOS 11, Apple introduit le Training Load, la charge d'entraînement qui va permettre aux athlètes d'adapter l'intensité et le volume de leurs entraînements futurs et à venir. C'est une super nouvelle, sauf qu'il ne sert à rien. Le Training Load permet de quantifier la charge d'entraînement et donc le stress physique imposé à un corps durant une période donnée, généralement une semaine. Il prend en compte la durée de l'entraînement ainsi que l'intensité de l'entraînement pour fournir une mesure objective de l'intensité de l'effort. Généralement, la charge d'entraînement sur une semaine est comparée à la charge d'entraînement sur les 28, 30, 40, 45 derniers jours afin d'avoir une idée de l'évolution. Est-ce qu'on progresse beaucoup? Est-ce qu'on régresse par rapport à ce qu'on faisait avant? La question ici, c'est de savoir comment est calculé le Training Load d'Apple, parce qu'ils font jamais les choses comme tout le monde. En même temps que le Training Load, Apple a introduit la valeur d'effort perçu, RPE, qui va de 1 à 10. 1, c'est une petite balade tranquille en marchant tout doucement sur quelques centaines de mètres. 10, c'est j'ai failli mourir, j'ai tout donné, j'ai tout laissé sur le tapis de course ou peu importe où vous étiez. Cette note de 1 à 10, elle est attribuée automatiquement à l'immense majorité des entraînements que vous allez réaliser, mais pas tous les types d'entraînements non plus, donc vous avez la possibilité soit de la modifier si elle a été affectée mais qu'elle ne correspond pas à ce que vous avez réellement perçu, soit de l'ajouter si elle n'était pas présente. Et pour ça, il y a un petit réglage sur votre Apple Watch qui peut vous permettre de demander à chaque fin d'entraînement quel était le RPE. Et chez Apple, le Training Load, la charge d'entraînement, c'est littéralement le RPE, donc l'intensité de l'entraînement perçue multipliée par la durée de l'entraînement. Ça signifie que par défaut, il prendra la charge d'entraînement qui a été automatiquement ajoutée à votre entraînement ou que vous avez vous-même renseigné, la multipliera par la durée de cet entraînement pour affecter une charge d'entraînement globale sur votre journée ou sur l'entraînement en particulier. Ça signifie que tout le Training Load d'Apple se base exclusivement sur un effort perçu. Il suffit que vous modifiez votre RPE pour un entraînement un peu conséquent dans votre semaine pour que toute votre semaine et tout votre Training Load change. Et ça, c'est ridicule puisque comme on l'a vu dans l'introduction et la définition du Training Load, l'idée c'est d'avoir une mesure objective de l'effort. Donc déjà on fait un hors-sujet en fait, Apple ne passe pas le bac du Training Load. Dimanche, je suis allé courir 50 km, vous avez la trace sur Strava et j'ai fait une vidéo dédiée sur locan.jp dont vous avez le lien dans la description. Ces 50 km, ça représente 7 heures d'effort que j'ai qualifié en RPE 8 parce que réellement c'était très dur, pas tant parce que l'effort était très dur mais parce qu'il faisait très chaud. Bref, en perçu sur la durée de mon effort, j'en ai chié. Donc 8 de RPE sur 7 heures d'effort, puis mon Training Load il est stratosphérique. Et si je reviens sur cet effort perçu pour cette sortie et que je change la valeur, tout mon Training Load est revu automatiquement parce que c'est 7 heures d'entraînement sur toute ma semaine d'entraînement, c'est quand même substantiel et ça va faire varier énormément. Donc je peux passer de très au-dessus ma moyenne d'entraînement à très en dessous ma moyenne d'entraînement. Alors que dans tous les cas, j'ai couru 50 km, donc ça ne devrait pas varier autant, que ça soit pris en considération pour faire varier un petit peu un semblant de pourcentage, 10-20%, ok, mais que tout soit basé sur une sensation, c'est pas correct. Parce que si je décide moi-même de la valeur d'entrée et que la sortie de l'algorithme elle est linéaire, en fait je fais tout au ressenti et quelle est la plus-value d'avoir une Apple Watch pour calculer quelque chose? Ici la volonté d'Apple ça semble être très clairement d'avoir simplifié le Training Load pour que ça soit accessible à tout le monde. Sauf que comme je le disais dans le podcast de CNC, quand on a une Apple Watch Ultra on ne s'adresse plus à tout le monde. Apple sort une Apple Watch Ultra commercialisée pour les athlètes, les sports d'endurance. Apple met en place du FTP, du RFTPW, met en place des temps de contact avec le sol, de l'oscillation verticale, toutes ces métriques, elles sont adressées aux athlètes, aux personnes qui savent réellement utiliser ces datas. Le Training Load, il n'y a rien de plus compliqué que toutes ces datas-là. Apple devrait rester dans la continuité et appuyer là-dessus. On n'est déjà plus en train de parler au commun des mortels. Et de l'autre côté, on a des montres comme Garmin qui utilisent ce qu'on appelle l'époque. L'époque, rien à voir avec ce que vous pouvez croiser dans Matrix, c'est tout simplement la quantité d'oxygène supplémentaire que vous allez consommer après un effort. Le vrai terme, c'est excès de consommation d'oxygène post-exercice. Quand on fait une activité physique, le corps travaille évidemment, mais quand on arrête cette activité physique, le corps continue de travailler pour tout simplement régénérer les réserves qu'on a épuisées durant notre entraînement, par exemple le glycogène, ou évacuer les déchets, par exemple l'acide lactique. C'est un peu comme le ventilateur des vieilles voitures, quand vous arrêtez le moteur mais qu'il fait très chaud, le ventilateur continue de tourner parce que il y a besoin de prendre soin du moteur. La même chose là. Donc comme le corps continue de travailler, il y a toujours une consommation d'oxygène supérieure à ce qu'elle était avant qu'on fasse l'exercice. C'est cette mesure là de combien on a besoin d'oxygène en plus une fois qu'on a fini l'entraînement pour revenir à l'état initial qui permet de qualifier l'effort d'un entraînement. Grâce à ça, Garmin et d'autres entreprises peuvent afficher une charge d'entraînement objective. En couplant cette information avec des informations de récupération, le rythme cardiaque, la variabilité de rythme cardiaque, la quantité de sommeil, la profondeur du sommeil qu'on a eu, etc., une montre ou un produit va être capable de savoir si on a récupéré
plus rapidement ou moins rapidement que ce qui était prévu en sortie d'entraînement. Typiquement, c'est mon cas. En sortie de mon 50 km de dimanche, la Garmin me dit 72 heures de repos pendant lesquelles tu fais rien. Et en réalité, ce matin, quand je me suis levé, elle me dit ben, franchement, tu es en canne, tu as bien dormi 2 jours, ton rythme cardiaque il est redescendu, ta variabilité de rythme cardiaque elle est dans la normale, tu peux aller t'entraîner. Et effectivement, je me sentais très bien. Sauf que quand on regarde mon training load sur l'Apple Watch Ultra, il est toujours stratosphérique et elle aurait tendance à me dire, si elle savait le faire, surtout pas, je suis vraiment pas sûr. Le plus frustrant dans tout ça, et c'est pour ça que je prends ce sujet assez à cœur, c'est que l'Apple Watch sait mesurer toutes les choses que mesure une Garmin, une Polar, une Coros, une Suunto, ce que vous voulez, mais en mieux. Donc toutes les données qui sont dans tous les autres écosystèmes sont aussi chez Apple. Réellement, il suffirait juste que Apple se décide à réellement développer un algorithme pour la partie récupération et pour la partie training load. Parce que ces données-là, si vous utilisez une application comme Bevel, qu'on a présenté dans une vidéo récemment, Bevel va savoir analyser les données mesurées par l'Apple Watch et sortir des datas utilisables de récupération, de charge d'entraînement, etc. Ce matin, Bevel me dit, tu es en capacité de faire un entraînement un petit peu énervé comme tous les autres jours en réalité, parce que tu as récupéré. La même chose que ce que me disait Garmin ce matin, encore une fois, en me disant, c'est bon, ton training load il est en train de baisser, toutes les autres variables elles sont dans le vert, tu peux aller galoper. Et c'est la même chose pour l'application Vitals, qui n'a pas de traduction en français à ma connaissance pour l'instant, qui ne prend pas en compte la variabilité de rythme cardiaque. L'état de mon système nerveux est directement corrélé à l'état de ma récupération. Comment on peut ne pas intégrer la variabilité de rythme cardiaque pour savoir à quel point j'ai récupéré? C'est le moyen le plus simple de savoir si j'ai récupéré. Il y a la température de mon corps, il y a la fréquence cardiaque, la quantité de repos que je vais avoir, mais la variabilité de rythme cardiaque, même si j'ai juste des soucis et que je dors pas bien la nuit, etc., c'est corrélé, c'est mesuré par le HRV. Pourquoi ça y est pas? C'est à ça que sert un training load, pouvoir donner des capacités d'intensité d'entraînement pour avoir une progression constante, mais surtout de manière objective, pas subjective. Tout basé sur le RPE, c'est une bêtise. Alors depuis plusieurs années, je réclame un mode athlète à WatchOS. Une petite case à cocher qui viendrait dire, ok, je t'affiche toutes les métriques que j'ai en data, je change un petit peu certains écrans avec davantage de chiffres, je te propose différents entraînements, etc. Tu es un athlète et tu sais ce que je t'affiche dans mes écrans. Quand l'Apple Watch Ultra est arrivé, j'ai même pas regardé le prix, j'ai cliqué de suite sur acheter parce que j'étais persuadé qu'Apple arrivait pour révolutionner le marché des montres connectées et des montres d'entraînement. Mais il n'en est rien, c'est toujours juste une Apple Watch avec une plus grande autonomie. WatchOS 11 n'apporte que des nouveautés cosmétiques et rien ne se rapproche de ce qui était attendu en termes de capacité d'entraînement. Une fois de plus, comme avec l'application Journal sur iOS dans sa première itération, on arrive avec un truc qui semble avoir été développé une après-midi au bord d'un barbecue sur un coin de table. Et c'est rageant. Vraiment, c'est très décevant de la part d'Apple. Donc on verra ce que le mois de septembre nous apporte avec la 10e génération d'Apple Watch, avec un WatchOS 11 qui sera en version finale, et comme l'an dernier pour l'iPhone, je suppose que beaucoup des nouveautés de WatchOS 11 sont attendues et laissées de côté pour cette 10e génération d'Apple Watch, mais en réalité on est plus sur le côté je croise les doigts que réellement c'est certain Apple va faire quelque chose. Perds un peu patience. J'espère que cette vidéo vous aura tout de même plu et que vous aurez appris des choses. Si vous avez des idées, des suggestions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire de cette vidéo. Je les lis tous, je réponds à l'immense majorité d'entre eux. Je vous rappelle qu'il y a le lien vers mon 50K Strava si vous voulez mettre des petits pouces. Vous pouvez également rejoindre la chaîne Locan Explore dans laquelle je prépare ma prépa marathon et on parle pas mal des petits machins que j'ai au poignet, de la manière dont la technologie peut aider sur une préparation. Je vous fais des grosses bises, je vous dis à très vite. Ciao ciao.